conférence gesticulée. Tout le monde me voit. Alors, chaque conférencier a un peu sa définition de la conférence gesticulée. Alors moi, la mienne, c'est que pour moi, c'est une fête foraine. C'est-à-dire que c'est un endroit où se tamponnent l'intime et le politique. C'est un tour de manège dans nos vies contrastées. C'est une piste de danse où pourrait valser nos idées de révolte. C'est un ticket pour la grande eau, celle qui doit nous donner une vue imprenable sur le capitalisme. Alors pour devenir conférencier gesticulant, il faut partir en formation. Moi, la formation, ce n'est pas vraiment ce que je cherchais plutôt de la déformation, pour réapprendre le sens des mots, celui de politique par exemple. Alors je me suis inscrit dans une formation de conférencier gesticulant. Alors, pour moi, première difficulté, faire ma valise. Alors ça dure à peu près 12 jours. Nous, c'était des regroupements de 3 jours sur 4 regroupements de 3 jours. Donc, première difficulté, faire une valise. Pour moi, faire une valise, c'est compliqué de m'organiser. Ça me prend du temps. Deuxième difficulté, trouver ma route. Alors, sur Internet, on m'avait dit qu'il me fallait 45 minutes à peu près pour rejoindre le lieu du premier regroupement. Moi, j'ai mis 2h15. J'ai demandé 6 fois ma route. Deuxième regroupement, c'était pas au même endroit. Donc l'internet, ça me disait 1h30. Donc je me suis dit que pour faire la révolution, pour lutter contre le capitalisme, il valait mieux arriver à l'heure. Donc du coup, j'ai demandé le GPS à mes parents. Vous savez, c'est cette petite boîte qui vous dit roulez jusqu'au rond-point. Au virage, prenez à droite. Roulez jusqu'au péage. Bienvenue dans le réseau autoroutier de Vinci. Merde. Bref, je suis parti en déformation. Alors pour moi, si c'est difficile de m'orienter, si c'est difficile de faire une valise, et tout un tas de choses comme ça dans la vie qui sont compliquées pour moi, c'est parce que je suis dyspraxique. Qu'est-ce que c'est la dyspraxie? La dyspraxie, c'est une altération de la capacité à exécuter des mouvements automatiques de façon déterminée. Vous voyez, c'est tout bête. On dit aussi que c'est un handicap socio-culturel ou que c'est la maladie des enfants maladroits. J'aime bien la dernière définition. Alors, pour moi, la dyspraxie, je m'en suis aperçu, j'avais à peu près 30 ans, et c'est mon fils. C'est mon fils qui me l'a transmise, la dyspraxie. Alors, c'est les transmissions inversées, c'est de fils à père. Comme ça n'existait pas, moi, quand j'étais gamin, je ne pouvais pas être dyspraxique. C'est arrivé donc plus tard. Mon fils, on s'en est aperçu, il était au cours préparatoire, on a été convoqué par la maîtresse, qui nous a dit qu'il avait des difficultés. C'était fin du premier trimestre à peu près, ça se passait mal, qu'il ne suivait plus du tout, et qu'on ne savait pas ce qui se passait. Et elle nous a proposé une rencontre avec le psychologue scolaire qui intervenait sur l'école à l'époque. Donc une demi-journée par semaine, il a été voir ce monsieur. Ça a duré à peu près un mois. Et ensuite, on a été convoqué, enfin plutôt j'ai été convoqué. Avec mon fils, on est allé voir ce monsieur. Et lui, il m'a expliqué qu'il ne fallait pas trop qu'on s'inquiète, qu'il y avait des solutions. Et il savait ce qui se passait. Alors, la maturité de mon fils était en avance de 2 ans par rapport aux enfants de son âge, ce qui était énorme. Et par contre, quand il fallait faire des choses, il était en retard de 2 ans, ce qui était énorme. Il a dit, mais monsieur, je sais ce qui se passe. Vous n'êtes pas assez virilisé. Vous n'incarnez pas le père qui est en droit d'attendre votre fils. Vous n'avez pas un côté masculin assez prononcé, et votre fils perd ses repères. Oui, mais il est quand même psychologue scolaire. Je ne dis rien, j'écoute. Je suis déjà dans les cordes. Avec ce qu'il vient de me dire. Et puis il me dit, est-ce que par hasard vous auriez une cheminée? Oui. Bon, mais très bien. Alors, ce que vous allez faire, c'est qu'en rentrant, dès que vous pourrez, vous allez couper du bois. Vous allez couper du bois à la hache. À la hache devant votre fils, qui vous voit un peu faire un travail de force, un travail d'homme.
pour enfin qu'il s'approprie, qu'il voit en vous le père qu'il n'arrive pas à voir. Donc, je suis en train de réfléchir à tout ce qu'il me dit. Il me dit, puis quand vous jouez avec lui, arrêtez de le laisser gagner. Prenez le dessus systématiquement, montrez-lui que vous avez de la force, que vous êtes le plus fort que lui. Et puis je vous ai vu arriver, là, vous lui portez le cartable. Arrêtez de faire ça. Laissez-lui porter son sac. Et voilà, la consultation était finie. Donc je suis rentré chez moi. Donc la maman des enfants m'a dit « Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit ?» Des trucs. Pour l'instant, je dois les couper du bout. Ah mais c'est ce que j'ai fait. Et ouais. Je me suis mis dehors, j'ai assis mon fils, et j'ai coupé du bois. Et oui, sur moi, ce type avait fabriqué du consentement, sa position sociale, c'était forcément de la vérité. Moi, j'ai pas fait quand même 3 hivers. Voilà, j'ai fait un petit peu. Et puis après, bon, on a vu que de toute façon, rien ne changeait. Donc on est allé voir une orthophoniste, une psychomotricienne, et ensemble, elles ont mis à jour la dyspraxie de mon fils. Et ce jour-là, la mienne. Et là, j'étais trop content. J'étais, mais alors, c'est vraiment un bon souvenir. Parce que du coup, tout ce qu'elle disait qui représentait la dyspraxie, ça me parlait à chaque fois. Et puis elle m'a dit que c'était probablement quelque chose qui avait été transmis à mon fils. Je lui ai dit, c'est bon, c'est moi qui l'ai transmis, c'est sûr. Donc ça mettait le doigt sur plein de choses que je n'avais pas compris, qui étaient difficiles pour moi. Alors ensuite, tout a changé pour lui. Il a eu un médecin scolaire qui s'est occupé de lui de très près, et son rapport avec l'école ensuite a changé. Pour moi, l'école, par contre, je dirais qu'elle s'est arrêtée, j'avais 7 ans. Alors, elle ne s'est pas arrêtée physiquement, mais elle s'est arrêtée virtuellement. À 7 ans, j'étais en CE. À 7 ans, la maîtresse m'a demandé d'aller au tableau, écrire « che ». Alors, elle savait exactement ce qui allait se passer. Parce que d'abord, le tableau, on sait ce qui s'y passe, on connaît bien ses élèves. On sait qui on envoie au tableau et ce que ça va produire. Alors, soit ça va produire quelque chose qui va valoriser un élève, soit c'est quelque chose qui va l'humilier. Donc dans les deux cas, ça n'a aucun intérêt. Moi, j'ai été au tableau, j'ai pas pu écrire le che. J'ai écrit J, j'ai écrit G, mais che, je l'ai jamais trouvé. Donc la maîtresse m'a demandé de me déculotter, de me tourner. Elle a pris un bambou qu'elle avait derrière son bureau, et j'ai pris une raclée. Je pense que ce jour-là, j'ai quitté l'école. Cette dame s'appelait Madame Lafay, en plus. Alors, l'année, j'ai été pour elle celui qu'elle a méprisé totalement. Hein. Voilà. Il y a eu des épisodes comme ça, j'en raconte un seul. Ensuite, je suis parti au CE2. Bon, là, la violence s'est arrêtée. Mais celle des notes, tout ça, elle a perdu. Puis, CM1. Retour de la violence, cette fois-ci c'est un homme. Alors lui c'est un peu aléatoire, mais enfin, c'est un peu aléatoire. C'est pour les élèves qui ont des mauvaises notes. Ceux qui ont des mauvaises notes, quand ça ne va pas, ils les giflent. Donc moi j'ai reçu régulièrement des gifles. Et puis arrive la fin de l'année et je redouble. Donc je fais ma deuxième rentrée au CM1 avec la même personne. Là, il fait comme ça, il regarde la classe. Il vient vers moi. Alors, il y avait qu'un truc qui était sympa cette année, c'est que j'étais à côté de ma soeur. Et j'étais avec ma soeur. J'aime beaucoup ma soeur, donc c'était le seul point positif de cette rentrée. Elle ne va pas durer longtemps, la rentrée. Il va regarder la classe, il va venir me chercher, me soulève, me dit prends tes affaires. Il ouvre la porte intermédiaire avec le CM2, il me pousse, et il dit au maître du CM2, tu le prends, cette année j'en ai trop. Donc voilà. Donc je rentre chez moi avec une bonne nouvelle, c'est que je suis plus redoublant. Alors les conditions. Donc me voilà en CM2. Là je vais le redoubler le CM2. Là cette fois-ci c'est sûr. Je fais 2 ans là. Alors c'était un maître à l'ancienne, c'était porte-plume, encrier, vraiment. Pas un mauvais bougre, mais un forcené des classements. Alors
chaque fin de mois, il fallait écrire son classement au tableau. On allait au tableau, moi j'étais dernier. Première année, 36e, je devais écrire ça. Deuxième année, dernier, 32e. Ça ne s'oublie pas. Alors dernier, c'est pas avant-dernier. C'est comme le premier, c'est pas le second, c'est le premier. Moi j'aurais rêvé d'être une fois avant-dernier. Parce que chaque fois qu'on me posait la question, on disait alors ton fils à l'école, ou toi, qu'est-ce que tu fais? On demandait souvent, alors t'es combien dans ta classe? Moi j'étais dernier. Dernier chaque année. Alors ensuite, je suis parti au collège. Je me souviens, il y avait des amis qui disaient à mes parents, mais tu verras, le collège, des fois, c'est le déclic. Oui. Alors vraiment, des fois. Moi, non. Pas de déclic. On a continué. Ça a reproduit. Toutes les classes, ce qui se présentait devant moi, j'étais forcément le plus mauvais élève. Il n'y avait qu'un truc que j'aimais bien, c'était la rédaction. J'avais déjà un truc qui me plaisait comme ça, raconter des histoires. Et je me faisais rétamer à chaque fois parce que d'abord, elle ne me lisait pas ma rédaction, elle ne lisait que la première page, et puis elle barrait tout le reste, elle disait trop long, trop de fautes. Alors, il n'y avait qu'une matière où j'avais la moyenne, c'était le sport. Alors, en éducation physique, ça allait à peu près. Pourtant, j'ai reçu une sacrée humiliation en éducation physique. Quand j'étais au collège, je faisais 1m30 en 6e. 1m30, c'est vraiment petit. Sur l'ensemble du collège, j'étais le plus petit, garçon et filles confondus. Et si je n'ai pas oublié, c'est grâce à la prof de sport. Premier trimestre, son hauteur. Et dans ma classe, il y avait un gars qui sautait à 1m30. Et la prof avait trouvé sympa qu'à chaque fin de cours, j'aille sous le fil. Et le gars courait, il s'est lancé, il me passait par-dessus la tête. Donc, autant vous dire que la classe trouvait ça génial. Moi, je riais aussi. Je riais pour pas pleurer, tellement que c'était douloureux ce moment. Donc j'ai quitté le collège parce que j'ai fait 6e, redoublé 6e, 5e. Puis bon, là, c'est fini, vous êtes arrivé au bout. On vous fait comprendre que maintenant, c'est le lycée professionnel. Parce que déjà, on vous vend comme un truc qui est vraiment hyper négatif. On nous disait que ceux qui allaient là, c'était vraiment les derniers des derniers. Donc je pars en lycée professionnel. L'entretien avec ma maman, c'était alors votre fils, qu'est-ce qu'il veut faire? Caroleur, maçon? Alors maçon, mon grand-père était maçon, je voyais que comme c'était dur, je me disais non, pas maçon. Peut-être menuisier, parce qu'il reste éventuellement des places. Sans être convaincu de rien, je choisis menuisier, et puis des places se libèrent et je me retrouve chez les menuisiers. Et là je me dis, bon, c'est pas possible, on se retrouve que des mauvais élèves. On est tous ceux qui ont échoué dans ce système. Et bien ça recommence. Je recommence à être le plus mauvais de la classe. Là commence à germer à moi cette idée que j'aurai un retard mental, que c'est pas possible. Que depuis le temps que je traverse l'école avec tous ces élèves, que je n'arrive jamais à avancer, même là, au milieu de tous. Il faut dire qu'en l'atelier, quand on est dyspraxique, c'est impossible. Assembler des pièces, avoir une vision d'un plan, ça ne peut pas se fabriquer dans ma tête. Ça n'existe pas. Je ne peux pas le concevoir. Donc, autant vous dire que, étant donné que l'atelier c'était la moitié du temps, c'était impossible pour moi. J'y arrivais pas. Donc le prof, rapidement, il ne s'est plus occupé de moi, il a laissé tomber l'affaire. Dessin industriel qui prenait du temps aussi, c'était pareil. Ça n'avait aucun sens pour moi. Donc, voilà. J'attendais que les 3 ans de CAP de menuisier se terminent. Arrive le jour du CAP, autant vous dire que j'étais à 100 contrôle. Il n'y avait personne qui avait révisé sur moi. Donc ça se présente comme ça, un CAP de menuisier, vous arrivez devant votre établi, des pièces de bois, tout ça, un plan, et puis vous avez 2 jours. Alors, le truc c'est que si vous coupez une pièce trop courte, c'est fini le CAP. Parce qu'on ne va pas vous les remplacer. Donc vous avez vos pièces, il faut faire attention. Moi je faisais rien, je ne commençais pas, j'attendais. Puis il y a des copains à moi qui ont commencé à se tromper. Puis il y a un, puis 2. Puis ils sont venus avec moi, ils m'ont dit, bah, si tu veux on t'aide, on va voir ce qu'on peut faire, tout ça. Et puis ils ont commencé à m'aider, ils ont pris leur temps. On n'est pas surveillé. Donc tac, tac, tac.
tac, 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 tac. 2 jours, c'était une table de nuit d'âme. Elle était posée sur mon établi fini. Et j'étais trop content. J'avais l'impression que c'était moi qui l'avais faite. C'était ma table de nuit d'âme. Donc au bout des 2 jours, le prof vient, fait le tour, et il met un numéro sur votre pièce pour qu'elle parte à la notation. Là, le CAP, il est dans la poche. Vous avez fini votre pièce. Après, il suffit d'avoir un 10 sur 20 pour avoir le CAP. Avec ça, je les avais. Lui, il est venu, il a fait le tour comme ça. C'est vrai que quand il a vu ma table de nuit d'âme, il a un peu bloqué. Regardez. Il est parti, il est revenu avec le prof d'ébénisterie. Il a parlé avec lui devant un établi, comme si j'étais pas là. Donc, il lui a dit, tu vois, ce mec, ça fait 3 ans que je le supporte, qui fait rien. C'est le plus mauvais de ma classe. Je te garantis que je vais tout faire pour pas qu'il ait son CAP. Puis il est parti. Moi, ça ne m'a pas atteint parce que j'avais l'impression que je l'avais, le CAP. Il pouvait dire ce qu'il voulait, il ne pouvait rien faire. Alors non, le CAP, je ne l'ai pas eu. Je ne sais pas comment il s'est débrouillé, mais je ne l'ai pas eu. En vérité, je n'aurais jamais été menuisier, ça c'est sûr. J'ai fait des essais, ça s'est plutôt mal passé. Mais je serais parti de l'école avec un petit truc. Je crois qu'on se serait un peu réconcilié. Donc là, je suis parti avec rien. Alors si je réfléchis sur toutes ces années, je me dis qu'est-ce qu'elle m'a donné à moi l'école. À l'école, elle m'a donné une chose. L'école, elle m'a donné de la honte. À chaque rentrée scolaire, quand je devais écrire la profession de mes parents, père ouvrier et mère femme de ménage, j'avais honte. Et la double peine, c'est la honte d'avoir honte de son milieu social, de sa famille, de ses parents. Mais comment on fait pour faire autrement quand on vous répète depuis que vous êtes gamin que si vous êtes un mauvais élève, si vous êtes un bon rien, si vous avez des mauvaises notes, c'est ce qui vous attend. Vous allez finir ouvrier, vous allez finir femme de ménage. Ça veut dire qu'il parle de mes parents depuis longtemps. Alors, moi je ne me suis jamais résigné à la position sociale que le hasard de la naissance m'avait assignée. Et j'ai même eu tendance à entrer en conflit avec ceux qui essayaient de me dominer. Après, pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Alors, j'ai rencontré plusieurs choses. J'ai rencontré, quand j'avais 12 ans, j'ai rencontré l'écriture. Je pense que je l'avais en moi, mais elle a autorisé sa sortie à cet âge-là. À peu près, je me suis autorisé à écrire des petites poésies, des petites chansons comme ça, mais dans mon coin, je cachais tout. Ça ne m'a jamais quitté. J'ai continué, j'ai écrit des chansons, des nouvelles, des récits de voyage. Et puis des pièces de théâtre. J'ai rencontré le théâtre il y a une quinzaine d'années et j'ai écrit des pièces de théâtre. Je vous montrerai tout à l'heure une pièce de théâtre que j'ai écrite sur le monde du travail. Je ferai voir un extrait. Et puis peut-être la dyspraxie, qui finalement était en moi et m'a aidé à avoir un peu de cette créativité qui existait en moi que je ne pouvais pas percevoir. Alors pour associer un peu les chansons que je peux écrire avec la dyspraxie, j'ai écrit une chanson sur la dyspraxie. Alors comme je suis dyspraxique des cordes vocales aussi, c'est-à-dire que je chante comme une casserole très faux, là, je me fais accompagner à la guitare, ça me couvre un peu. Donc Alex, il m'accompagne un peu, il m'aide à essayer d'être juste. Alors voilà, c'est un hommage à la dyspraxie. C'est parti. Wow. C'est parti. Hein. Ah. Ouais, c'est super que toi aussi tu sois dyspraxique. C'est à travers la dyspraxie que je vais vous parler de ma vie. Un amour pour cette divinité. Sans aucun doute je suis tombé. Moi qui n'ai rien de religieux.
Ce jour je le bénis, nom de Dieu. Car cette déesse de poésie a sous les jupes de la vie. Qu'elle est belle, ma dyspraxie. Qu'elle est belle, sa dyspraxie. Je dois lui rendre hommage, car elle me donne du courage pour devant vous gesticuler avec une certaine intimité. Dans cette grande fête foraine, sans aucun doute elle est la reine. De mon navire, le capitaine, de mes joies, une fontaine. Qu'elle est douce, ma dyspraxie. Qu'elle est douce, sa dyspraxie. Cette gardienne politique se méfie de la pensée unique, de ces normes établies qui nous a tous affaiblis. Alors le capitalisme se messie, de son postérieur elle asphyxie. Et si cela ne suffisait pas, elle zigouillera, je crois. Est en colère, ma dyspraxie. Est en colère, sa dyspraxie. Mais cette fille si jolie ne s'est pas fait que des amis. À l'éducation nationale, elle n'a fait aucune escale, car ses classements redoutables remplissaient de chagrin mon cartable. Alors pas de lit et pas de chandelle pour cette douce demoiselle. Qu'elle est triste, ma dyspraxie. Qu'elle est triste, sa dyspraxie. Mais cette maîtresse inespérée, qui dans mon cœur s'est invitée, a le sang chaud, je vous le dis, elle manque même de courtoisie. Dans ses veines l'île de beauté, ce qui n'a vraiment rien arrangé. Les rabat-joie les plus endurcis ont fait les frais d'une autopsie. Elle est terrible, ma dyspraxie. Elle est terrible, sa dyspraxie. Alors cette dame me murmure, essaye donc l'écriture. Le bricolage, c'est pas pour toi, tu y laisserais tes doigts. Prends donc plutôt la plume, dis-nous ce qui te consume. Fais-nous rire et rêver, essaye de nous ensorceler. Elle est joyeuse, ma dyspraxie. Elle est joyeuse, sa dyspraxie. Ses conseils, je les ai suivis. De grandes lettres, je lui ai écrit. Mais elle ne m'a jamais répondu. Aujourd'hui, je suis même cocu. Mais je ne lui en tiens pas rigueur, car elle a toujours eu mon cœur. Fêter un peu sa dyspraxie, finalement, ça le réjouit. Elle est coquine, ma dyspraxie. Elle est coquine, sa dyspraxie. Et vous verrez qu'à ses côtés, un vent souffle un air bien frais. Une tempête de pensée, une émeute de liberté. Puis j'ai écouté son regard bleuté, me chuchoter, je reviendrai. Enfin, je la caresse de mes yeux, lui promettant de faire mieux. Elle est divine, ma dyspraxie. Elle est divine, sa dyspraxie. Elle est amoureuse, ma dyspraxie. Elle est amoureuse, sa dyspraxie. Merci. Alors, les conférences gesticulées, donc c'est ce savoir chaud, c'est ma vie que je viens de vous raconter un petit peu. Et puis c'est du savoir froid, c'est celui qu'on trouve dans les bouquins, dans des documentaires, pour essayer de comprendre. Alors, les conférences gesticulées, ça doit nous expliquer les choses, ça doit nous qu'on comprenne mieux comment ça fonctionne. Donc j'ai été m'approcher un peu de ce système scolaire pour essayer de voir comment ça fonctionne et d'où il vient. Alors il y a un documentaire sur internet qui s'appelle L'éducation interdite de Germain Campos. Alors c'est de l'histoire un petit peu, ça nous raconte d'où vient ce système scolaire, c'est-à-dire après la Révolution française. Voilà, il y a plusieurs courants qui vont se disputer un peu le système à mettre en place. C'est Condorcet qui va avoir un peu le dernier mot, avec un système pyramidal où on va fabriquer des élites. Des élites qui sont censées se mettre au service du pays. Ce modèle, il arrive de Prusse, de l'Est, comme ça, de Prusse, il va passer en Pologne, et puis il va se répandre, comme ça, sur l'Europe, puis le monde. Alors en vérité, ce système, l'objectif qu'il a, c'est d'abord dresser les gens. Alors quand je vois qu'encore à l'école,
nous vante les mérites de ce brave Jules Ferry qui a rendu ce système obligatoire et gratuit, surtout, c'était l'école et patente gratuite. Parce que Jules Ferry, d'abord, il a rendu des comptes aux puissants qui voulaient savoir ce qu'on pouvait faire avec l'école. Lui, il a promis, dans des discours, on le retrouve, que son école à lui fabriquerait avant tout de l'échec scolaire. Il a garanti ça. Il a garanti qu'il fabriquerait de l'obéissance, qu'il ferait taire les révoltes. Il a pu dire, par exemple, les races supérieures garderont un droit sur les races inférieures. Le système qui devait préparer les gens à l'obéissance absolue. Parce que les guerres qui allaient venir, on sentait que c'était un trouble, cette période. Les gens devaient y partir sans discuter, en obéissant, en étant des gens bien dressés. L'ère industrielle qui était en train de naître avait besoin d'une main-d'œuvre obéissante, dressée. Et l'école allait fabriquer ça, allait fabriquer des gens dressés. Alors pour les dresser, les gens, il faut produire cet échec, il faut les rabaisser. Alain Macardo, lui, il a écrit de nos servitudes involontaires. Il dit que l'école, c'est un des 3 grands moyens de dressage avec le système universitaire. C'est-à-dire que l'école, à travers ses notes, ses classements, elle va fabriquer de la domination sociale. Et puis le truc extraordinaire, c'est que comme c'est censé servir le bien de tous, ben on n'a rien à y redire, quoi. Ça fait 200 ans que ce système il existe de cette façon-là. Donc ça ne fonctionne pas, les classements, cette espèce de fabrication des élites. Mais ça ne fait rien, on continue. Mais on continue parce que ça dresse très bien les gens. Et les classes défavorisées qui ne réussissent pas, en plus, sont persuadées que c'est de leur faute. Il suffisait juste de bien travailler à l'école. Il suffisait juste d'avoir des bonnes notes. Alors, il y a des choses qui existent, qui ont été étudiées. André Antibier, un universitaire toulousain, lui, il a fait des recherches auprès de 500 enseignants. Il a écrit ce bouquin, après la constante macabre. Donc, la constante macabre, c'est l'école qui se divise en 3 tiers. C'est-à-dire qu'il y a les mauvais, les moyens et les bons. On retrouve ça partout. Enfin, partout. Presque partout. On retrouve ça dans les matières qui sélectionnent. Un prof aujourd'hui qui aurait trop de bons élèves aurait des problèmes. Aurait des problèmes avec sa hiérarchie, avec les parents. On ne comprendrait pas qu'est-ce que c'est cette classe. Il aurait des problèmes avec ses collègues. Alors, la constante macabre, elle sélectionne, mais pas dans tout. L'éducation physique, musique, art plastique, il n'y a pas de constante macabre. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mauvais élèves. On n'a pas une exigence de séparer les classes et de fabriquer de l'échec. La constante macabre, elle disparaît dans les lycées professionnels, par exemple, où j'ai été. Le tri, il a déjà été effectué. Bon, effectivement, il y a encore des mauvais élèves. On ne demande pas cette sélection qui est obligatoire. Alors après, j'ai rencontré des profs régulièrement. Quand mes enfants étaient en scolarité, régulièrement, je les rencontrais quand des choses n'allaient pas, j'allais les voir. J'ai ensuite, le rapport à l'élève, il changeait. Tout de suite, le lendemain. Puis j'ai rencontré un jour le prof de maths de seconde de mon fils. Mon fils en maths en seconde, c'était à peu près 2 moyenne. Il s'acharnait quand même, ce type, sur lui. Donc j'ai été le rencontrer tranquillement pour lui dire de lâcher l'affaire. Alors lui, il n'était pas très content parce qu'il me dit, vous comprenez, moi je me dévoue aux élèves, je donne des cours entre midi et 2, ils ne viennent pas à ces cours. Alors j'ai dit qu'entre midi et 2, c'était sa pause. Je ne voyais pas qu'est-ce qu'il irait faire à ses cours. Il avait un moment de pause, il avait droit, et lui aussi d'ailleurs. Mais ensuite, s'il a 2 de moyenne, qu'est-ce qu'il va venir faire à vos cours? Il va avoir 3 et demi, ça va faire quoi? Voilà, ça s'est un peu apaisé. Et du coup, j'ai discuté avec lui de la constante macabre. Lui, on en a parlé vraiment tranquillement. Et il m'a dit que oui. Bon, il me dit c'est plutôt inconsciemment que ça se fait comme ça. Oui, j'ai ma classe. Mais l'année précédente, par exemple, il m'a dit effectivement, j'ai été convoqué par le proviseur du lycée, ici, là, à côté, à Fronton, où le proviseur lui a dit, écoutez, vous avez une classe où il y a trop d'élèves au-dessus de 15 de moyenne. Donc il va falloir me corriger ça. On ne fait pas de l'éducation au rabais. Voilà ce que lui a dit le proviseur. Et je lui ai dit, mais alors, qu'est-ce que vous avez fait? Il me dit, bon, j'ai dû aussi légèrement les contrôles. J'ai fait redescendre 5 ou 6 élèves sans problème. Voilà.
Ça lui posait aucun souci de fonctionner comme ça. Alors si on a des doutes sur cette sélection, le lycée Fronton, il y a à peu près 16 secondes, je crois que c'était ça l'année dernière, 16 secondes, pour 11 classes de première. Donc ça veut dire qu'à la fin de l'année, de toute façon, il va falloir qu'il les trouve, les élèves en difficulté, et qu'il les fasse partir. Alors moi j'étais un peu confronté à ça, où on a dû se battre, parce que voilà, il n'était pas dans la fourchette qui était censée rester au lycée. Voilà. Alors, Ivan Illich, qui a écrit Une société sans école, disait que l'école avait totalement échoué à enseigner aux classes défavorisées. Mais par contre, elle avait réussi à leur inculquer le sentiment d'infériorité, de culpabilité et de nocivité. Ben ouais, mais pour moi, c'est exactement ça. Je vois pas à part ça, qu'est-ce que j'ai reçu. Alors parfois, comme ça, à la fin des conférences, on discute, il y a des gens qui me disent « Oui, mais moi je connais quelqu'un qui vient du monde ouvrier, qui est devenu médecin. » Oui, non, mais d'accord, on connaît tous quelqu'un à un moment donné. Sauf qu'il y a des pourcentages qui existent. C'est 2 ou 3% des classes défavorisées qui réussissent à l'université ou plus loin. L'école ne fait que reproduire les inégalités sans cesse depuis toujours, ou elle les conforte. Elle ne tient pas à changer. Parce qu'une école différente, ça a été essayé. Vous avez Freinet, Montessori, Summerhill en Angleterre, qui montrent qu'une école où il y a de la coopération, où on est dans l'entraide, ça fonctionne. Où on éveille la pensée critique. Pourquoi pas la pensée politique. Mais ça, bien sûr, le système, il n'en veut absolument pas. Il ne veut pas de gens qui réfléchissent. Parce qu'on veut des gens obéissants. Et ça va commencer là. À Summerhill, ils ont fait ça, et puis ils ont fait l'expérience d'enfants comme ça. Alors, il y en avait qui réussissaient en sortant de cette école, puis ceux qui réussissaient un peu moins, qui allaient travailler à l'usine, les patrons les reconnaissaient de suite, parce que c'était des gens qui se tenaient droit, qui les regardaient droit dans les yeux, et qui n'avaient pas du tout peur de cette hiérarchie. Ils n'étaient pas impressionnés, parce qu'on ne les avait jamais appris à obéir, à baisser les yeux devant un prof, à être dans la soumission de l'enseignement et à obéir aveuglément. Donc la pensée critique, on n'en veut pas, du tout. Il y a des enfants en Italie qui avaient échoué dans le système scolaire, et qui avaient été récupérés par un prêtre qui avait donné une seconde chance à ces gamins et qui avaient réussi plutôt bien après. Et plus tard, ils se sont retrouvés, certains, ils ont écrit un bouquin qui s'appelle « Lettres à une maîtresse d'école ». Et ils résument en quelques phrases ce qu'ils avaient vécu. Alors pour eux, ils avaient l'impression que les notes, les classements, c'était une chasse aux enfants issus de la pauvreté. Que ce système scolaire, c'était un hôpital qui ne soignait que les enfants en bonne santé. Voilà. Alors forcément, quand vous avez été préparé comme ça, vous êtes prêt à aller dans le monde du travail, puisqu'on vous a fait comprendre depuis longtemps que si vous aviez des mauvaises notes, c'était normal d'avoir un mauvais boulot. Si vous aviez un mauvais classement, c'était normal d'avoir un mauvais salaire. C'était tant pis pour vous. Il fallait travailler. Alors, ça fonctionne aussi, même si on monte dans les études. Le suivi des élèves, il se fait de près. Pendant ma formation de conférencier, j'étais avec un ingénieur qui a quitté l'école d'ingénieur dans laquelle il était. Il a fini quand même. Et c'est une des plus prestigieuses en France. Et on leur disait, messieurs, vous êtes l'élite de la France. Déjà, les types, ils commençaient à gonfler comme ça. Et on leur conseillait de rester dans l'école d'ingénieur, dans cette enceinte où dedans, il y avait un pub, une boulangerie, une épicerie. On leur conseillait de rester entre eux, de ne pas aller fréquenter les gens à la fac, rester entre soi. Voilà, c'était préférable. Il y a un élève qui a écrit l'insoutenable soutenance. Et parce qu'il a fait un pas de côté à sa soutenance, parce qu'il a pensé différemment, il s'est fait massacrer par ses maîtres. Ça a été tellement violent qu'il en a fait un bouquin. Voilà, ce système, il surveille tout le monde de près. Il faut consommer. Par exemple, si vous voulez faire de l'économie aujourd'hui, il y a une seule économie qui est enseignée sur l'Europe, c'est l'économie libérale. Point, c'est tout. Si vous avez envie, moi je serais plus sur quelque chose de solidaire, c'est pas possible, ça se fait pas dans les écoles d'économie. Alors voilà, moi j'étais prêt, on m'avait bien expliqué ça, j'avais plus qu'à aller travailler là où je trouverais. Si je trouvais, ce qui est déjà pas mal. Alors mon premier boulot, c'était l'usine Job.
C'est mon père qui m'avait fait rentrer, il était ouvrier chez Job, mon père. La papeterie Job, Saint-Denis, là, à Toulouse. Alors c'était une machine à papier, 80 mètres de long, du bruit, de la chaleur. Mais n'empêche que là, j'ai rencontré le monde ouvrier. Le monde ouvrier avec côté classe ouvrière, puissant. C'était des équipes en 3-8. Les gars, ils étaient hyper solidaires. Il suffisait qu'ils cassent la feuille de papier pour qu'il y ait un retard monstre, qu'ils perdent de l'argent. Dès qu'ils étaient contrariés, dès qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, eux, ils cassaient la feuille. Donc on les laissait tranquilles quand même. Ils faisaient du bon boulot, les gars, ils travaillaient ensemble, mais on ne les emmerdait pas. Moi, je voyais des petits chefs qui chuchotaient leurs demandes. Voilà, mais moi j'étais en sécurité. Là. Moi, je me suis senti bien. Là. Et ce monde-là, c'était mon père qui l'incarnait. Alors ça a duré, ça n'a pas duré très longtemps, après je suis parti. Et mon père m'a suivi de près. Parce que l'usine a fermé. Elle avait été rachetée par Vincent Bolloré, qui lui s'en est occupé hein, de l'usine. Il a vite bazardé. Alors, le licenciement, comme ça, cette façon de fonctionner, aujourd'hui on le voit de plus en plus. Et on apprend que ce qui est important, c'est les mots, c'est le choix des mots. Alors là, pour parler de ça, donc j'ai écrit un sketch de théâtre pour raconter comment ça fonctionne dans ces lieux où on licencie. Alors j'ai fait venir un directeur, monsieur. On va vous montrer ça. Allez, ça marche. Bonjour, monsieur le directeur. Mais il n'y a plus de directeur. Terminé, fini le directeur. Vous allez disséquer ma société, la réduire en poussière. Mais je suis au service des actionnaires. Vous êtes un expert en art contemporain. Je ne vous suis pas là. Vous êtes un créatif, n'est-ce pas? Et dans quel domaine? Dans celui du licenciement. C'est un art très contemporain que d'expliquer à des hommes et des femmes que leur entreprise fait des bénéfices, mais qu'on va devoir les licencier pour avoir fait correctement leur travail. C'est un art très abstrait. C'est ça, l'art contemporain. On n'y comprend pas grand-chose, mais il y a toujours quelques personnes pour trouver ça intéressant. Je suis un spécialiste de la communication. C'est le nerf de la guerre pour que les choses se passent en douceur. Je suis tout oui. Vous étiez un fleuron de l'économie, donc on ne peut pas se permettre d'utiliser le terme de licenciement. On dit quoi alors? Séparabilité à l'amiable. Il est temps de redonner un intérêt à votre carrière. Mais quand ça concerne toute l'usine. Non mais ça n'existe plus les usines. Aujourd'hui on préfère les sites plutôt. Et moi, je suis de la vapeur d'eau? Mais c'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais pour l'ensemble d'une société, on va préférer par exemple plan social mis en place pour la sauvegarde de l'emploi. Une fermeture provisoire et définitive. Tout à fait. Des contresens, voilà ce que vous me proposez. Mais pour licenciement collectif, on dit quoi? Ah non, mais ça c'est tabou. Hein. On va préférer report actif de la continuité du secteur salarial. Ça me fait penser à ces hôpitaux où les soins palliatifs sont appelés maison de convalescence. Pourquoi pas palace de jouance? C'est une façon de calmer le jeu pour que chacun reste serein. Mais c'est une stratégie classique. Anesthésier, vous voulez dire? De toute façon, ça ne change pas les choses, alors autant éviter la colère. Vous êtes là pour ça, apaiser les inquiétudes légitimes, brouiller les pistes. Alors légitime, ça se dit jamais. Il faut éviter de donner du crédit à certaines postures. Très bien. Quoi d'autre? Alors on va parler de carnet de commandes déprimées, de croissance négative, de stages de reconversion, de cellules de reclassement, de formation personnalisée. Et vous arrivez à leur faire avaler ça? Mais peu importe, de toute façon les salariés meurent toujours étouffés sur la berge, ils font rien. Vous avez aussi une option cynique. Décidément, vous êtes un homme complet. Mais vous... Les expériences montrent toujours la même chose. Vraiment? Mais regardez vous-même. Moi, je suis un spécialiste de la communication. Je travaille pour les patrons qui sont au service des actionnaires et qui se foutent pas mal de ces gens que vous appelez les ouvriers. C'est la violence économique qui réduit les hommes en poussière. L'issue est toujours la même. La lutte des classes est une guerre féroce. Et tous ces salariés qui se regardent disparaître sans bouger, ça donne un combat perdu d'avance.
Mais il peut y avoir des actes extrêmes. Et vous parlez de quoi? D'un suicide? Oui, je vous parle d'un type qui se tranche les veines devant ses collègues, d'une femme qui se jette du 8e étage. Ça vous parle, ça? Non mais évidemment. Mais la souffrance, ça n'a jamais empêché la roue de tourner. Vous avez vu des millions de personnes dans la rue? Vous avez entendu le silence des machines qui s'arrêtent? Non. Effrayant. Vous voulez que je vous dise, chaque dimanche, on s'assoit devant notre télé où les stades se remplissent. La télé illumine nos salons. Ils nous fournissent ces machines à écraser l'humanité de chacun. Et l'espoir, Mais envoler, la réflexion. envoler, je vous dis. Car le miracle de toutes ces chaînes, c'est qu'elles diffusent ensemble une seule et unique vérité, la parole des puissants à tout un peuple. Derrière vos lunettes, vous ne seriez pas un peu révolutionnaire? Écoutez, l'idée m'a tenté, mais je crois qu'il y a la France qui joue bientôt. Au revoir, monsieur. Donc voilà, j'ai quitté l'usine Job, mon père aussi. Alors après, moi je suis allé travailler dans une cave coopérative. J'ai mis des bouteilles dans des casiers, toute la journée pendant 1 an. Vous savez, souvent on vous dit, profitez-en, ça passe vite. Non, ici ça ne marche pas. L'aliénation totale. Pour accepter ça, il faut qu'on vous l'ait mis dans la tête, que vous ne méritez rien d'autre. Après, je suis devenu chauffeur. J'ai conduit un camion. Je livrais de la charcuterie, du cochon découpé en pulse. Partout, un peu, sur tout le sud de la France. Là, on travaillait, on commençait très tôt. On ne comptait pas nos heures, donc c'était comme ça. On nous expliquait que c'était normal. Il fallait travailler plus. Même il fallait revenir le samedi parfois. On était une quarantaine là. Il n'y a rien qui s'est passé. J'en ai discuté un peu avec les collègues. Ah non, c'était normal. Les gens travaillaient, ils disaient rien. Je ne suis pas resté longtemps. Puis je suis parti travailler comme menuisier poseur. Moi, je suis revenu menuisier. Alors, juste poseur. Hein. C'est un copain à moi qui m'a fait rentrer dans la boîte. Il m'a dit, tu verras, on va travailler tous les deux. Lui, il se débrouillait bien. Quoi. Moi, c'était autre chose. Alors au début, alors ce qu'on faisait, c'est qu'on posait des menuiseries, des volets, des placards, on pouvait poser du parquet, du lambris, des escaliers. Ah, ils savaient en faire des trucs. Hein. Alors moi, je passais les outils au début. Hein. Bon, même à la fin, je continue à passer les outils. J'ai jamais fait énormément de trucs, mais bon, petit à petit, j'arrivais à bricoler un peu avec lui. C'était chouette. Et puis un jour, on a regardé la feuille de paie. Je me suis dit, t'as vu, sur la feuille de paie, on est manœuvre. Manœuvre, ça n'a pas l'air d'être grand chose, ce truc, par rapport à ce que toi tu fais, et moi un petit peu quand même. Donc on est allé à l'inspection du travail. Alors on lui a expliqué ce qu'on faisait comme boulot, tout ce qu'on faisait dans une journée. Il nous a dit, ah non, messieurs, vous n'êtes pas malins. Vous, parlant à mon ami, il lui a dit, vous êtes ouvrier qualifié 3e catégorie, au Q3. J'avais un peu exagéré. Il m'a dit, vous êtes au Q2. Et puis, vous avez un panier repas, c'est-à-dire qu'entre midi et 2, on avait un défraiement qu'on ne payait pas. Donc c'était nos droits. Et les heures supplémentaires, ça n'existait pas non plus, c'était des droits. Donc on est rentré dans la boîte, on en a parlé avec des collègues qui ont dit « Oh là là, on va aller voir le patron, là, c'est pas normal. » Bon. Ils n'étaient pas trop emballés, et nous on y était. On est allé voir le patron, il a dit « Ouais, figure-toi qu'on n'est pas manœuvre. » Et il nous a dit, ah bon? Et vous êtes quoi? Ouvrier qualifié 3e catégorie. Alors il n'a pas aimé. Alors, lui, il avait mis 20 ans. Il nous a dit, nous, moi j'ai mis 20 ans pour devenir ouvrier qualifié 3e catégorie. J'ai dit, écoute, t'as traîné. On est plus rapide. Et nous, c'est maintenant. Alors il nous a foutu dehors, il nous a dit, vous n'aurez rien du tout. Vous êtes manœuvre et puis c'est tout. Alors manœuvre, on avait la feuille de ce que ça faisait manœuvre. Le balai, ça passe, ça range des cartons, c'est tout. Des rangements, ça fait passer des trucs. Ce que j'avais fait quand même pas mal de temps, je me reconnaissais dans ce boulot. Donc ben, on n'est pas parti. On n'a pas pris le camion, on est resté dans l'entrepôt. On n'a pas bougé. Alors, il y avait une baie vitrée, nous regardaient par la baie vitrée. Nos collègues, ils sont partis avec les camions et nous, on n'a pas bougé. Voilà, on continue. Alors,
C'est dur, hein, psychologiquement, tenir une journée comme ça, en rangé, en enlevé, en rangé, on ne savait plus quoi faire. Lendemain, on recommence. Ça a duré 2 jours, il nous appelait. Il a dit, bon, c'est bon. Allez, je vous requalifie. Donc pour mon ami, ça voulait dire un salaire qui était plus que doublé. Et moi, ça correspondait à entre 50 et 60% de plus. C'était énorme. Quand les autres, ils sont rentrés, ben, ça a été pareil pour tout le monde. Il a aligné tout le monde. On était des héros. Les mecs, ils nous ont dit, ah, c'est trop bien. Ah ouais, c'était génial. On avait gagné un combat. Enfin, on avait fait valoir nos droits, quoi. Rien d'extraordinaire, finalement. 6 mois après, la boîte ferme. Donc les mêmes sont venus nous voir en nous disant qu'on est vraiment des cons. Et qu'à cause de nous, ils étaient au chômage. Parce qu'on avait provoqué la fermeture de la boîte. Bon, on n'a rien regretté parce que voilà, c'était nos droits. Peu importe, on n'a pas à s'asseoir sur nos droits, on n'a pas à faire de cadeaux de jours, d'heures. Ce que des gens ont acquis par de hautes luttes, on ne doit pas le lâcher. Parce que, voilà, on aurait dû avoir de l'expérience ou je ne sais quoi. Donc non. Alors ce dressage-là, que les gens ont du mal, c'est vrai, on a peur aujourd'hui, tellement important le travail, la valeur travail, et c'est tellement... on nous a ancré ça dans le crâne, quoi. On arrive à ce deuxième moyen de dressage qui enchaîne les choses très bien, qui se saisit de l'opinion des gens et qui va s'en occuper, c'est les médias. Donc les médias, là, on le sait, voilà, on en a parlé juste avant à l'extrait de la pièce. C'est Bolloré, Bouygues, Lagardère, Arnaud, Pinot, voilà, c'est ceux qui possèdent les médias. C'est ceux qui vont dire, lui, il a le droit d'aller à la télé, lui, il a le droit d'aller à la radio. Le reste, il y a quelques médias indépendants qui existent, voilà, un petit peu comme ça, qui arrivent à survivre. Mais voilà, c'est malheureusement pas les médias de masse. Alors le danger des médias, ça fait longtemps qu'il avait été perçu. Simone Weil, la philosophe des années 30, disait des médias que c'était un moyen puissant pour abrutir les êtres humains. Malcolm X, lui, avait dit par exemple que si on ne faisait pas attention, les médias allaient nous faire détester les classes défavorisées et aimer ceux qui les oppriment. Mais parfois c'est un peu ce qui arrive quand on voit l'acharnement qui peut être fait sur les minorités comme ça, les migrants, les étrangers, les sans-papiers, qui seraient la cause de tout. Alors les médias, c'est très très fort, hein. C'est insidieux, ça nous persuade depuis des années comme ça, ils viennent régulièrement à la télé nous parler, que ce soit nous, les classes défavorisées, c'est nous qui faisons défaillir le système, c'est à cause de nous si ça ne fonctionne pas. Donc il faut se sacrifier sans arrêt, sans arrêt. Alors on utilise des leviers comme ça, celui de la peur de ne plus avoir de travail avec le chômage, la peur, il faut se sacrifier, la sécurité sociale va mal, il y a le trou de la sécurité sociale. Alors, il n'existe pas, hein, le trou de la sécurité sociale. Pareil, j'ai une amie qui fait une conférence sur la CAF qui nous explique ça très bien. C'est-à-dire qu'il n'existe pas, il existe, mais on a largement de quoi le combler, mais on n'y tient pas. Parce que grâce à ce levier-là, on peut jouer sur nos peurs. Alors, voilà, on va rembourser un peu plus de médicaments, on va lâcher un peu plus chez le médecin, et c'est normal, puisqu'on doit protéger la sécurité sociale qui va très très loin. Ce qui est absolument faux. Elle le démontre dans sa conférence, nous expliquant que par exemple, quand on parle des gens, la fraude c'est un scandale absolu parce que 80% de toute la fraude est récupérée. Enfin, la fraude des petites gens. Parce que par contre, la fraude des grands patrons ou des puissants, ça représente 20 milliards par an. 20 milliards. Le RSA par exemple. Le RSA nous dit qu'il y a des gens qui fraudent au RSA, tout ça. Chaque année, depuis que le RSA existe, il y a 5 milliards et demi qui n'est pas versé dans le RSA. Des gens qui n'ont pas eu recours, de non-recours au RSA. 5 milliards et demi qui disparaissent. Mais ça, on ne va pas nous l'expliquer. On va nous montrer toujours que ça va mal, qu'il y a des fraudeurs, et que ça vient toujours des mêmes. Et donc, on finit par l'avaler, hein, comprendre que c'est normal, qu'on doit se sacrifier, que si on travaille, c'est déjà une énorme chance. Alors les médias, il y a un documentaire qui s'appelle Les Nouveaux Chiens de Garde, qui montre ça très bien, hein, comment on voit ce petit monde batifolé entre eux, là. Par exemple, dans un cercle privé à Paris qui s'appelle Le Siècle, où là se retrouvent les journalistes de premier rang, les économistes, les hommes politiques, tous ensemble pour partager cette vision du monde qu'ils ont. Alors,
Les médias, leur dressage, il est hyper fort. Ça va très très loin. Alors là, je vais vous parler de Charlie Hebdo. Moi, je ne suis pas du tout Charlie. J'ai jamais été Charlie. Alors je vais vous expliquer. Moi, ils m'ont confisqué ma peine. Ils m'ont confisqué ma douleur. J'ai pas eu le temps d'être triste. Parce que tout d'un coup, médiatiquement, on s'est emparé de Charlie. Il a fallu être « je suis Charlie ». On n'était pas dans une discussion, on ne partageait pas ça. On était dans l'injonction à être Charlie. Dans l'injonction « je suis Charlie » pour la liberté d'expression. La liberté d'expression. Tout d'un coup, les médias avaient décidé de défendre la liberté d'expression. Celle qui n'existe pas, c'est-à-dire. Il n'y a pas de liberté d'expression. Médiatiquement, il y a la leur. Ils choisissent la parole qui est donnée. Point, c'est tout. Une des dernières paroles libres qui existaient, c'était Daniel Mermet sur France Inter, ils s'en sont occupés. Ils l'ont aligné, terminé, ça n'existe plus. Ça dérangeait trop. Mais là, il fallait qu'on se réunisse tous pour la liberté d'expression. Un enfant de 9 ans a été amené à la gendarmerie parce qu'il avait refusé la minute de silence. La liberté d'expression. Mais quelle liberté d'expression? Laquelle? Alors là, on a tous défilé. Voilà, c'était, on avait envie d'être solidaire avec ce moment. Et en même temps, on faisait défiler des représentants de l'Arabie Saoudite, des représentants du Qatar qui sont des spécialistes de la liberté d'expression. Donc on était tous là pour la liberté d'expression. Alors on se réjouit de certaines choses. Alors quand la France vend 40 hélicoptères de combat, on annonce ça comme une nouvelle épatante, c'est génial. La France vend ses armes. Non mais on en fait quoi des armes? C'est quoi le problème? Donc ça c'est une bonne nouvelle. Et ça on ne doit rien en dire. Par contre, Charlie, il faut tous se mettre derrière, on doit défendre ça. 25 000 personnes meurent tous les jours parce qu'elles n'ont pas accès à l'eau et à la nourriture. Aucun intérêt. Ça ne représente, on n'a pas besoin d'en parler parce que ça, on ne peut pas véhiculer de la peur avec ça. Donc ça n'intéresse personne. Pourtant, on pourrait, hein, ça a été chiffré, on pourrait aider ces gens. 65 milliards d'euros pour sauver ces gens. Mais on ne les a pas. 65 milliards, donc on ne peut pas les aider. Ça, c'est un génocide pourtant. Tous les jours, 25 000. Ça, peu importe. Donc, on valorise. Il y a des gens qui sont importants, il y a des gens qui valent rien. Les actionnaires, en 2015, ils se sont partagés 1000 milliards. Alors, si c'était une banque, évidemment, on les aurait sauvés. Hein. Mais pour eux, les 65 milliards, on ne les a pas trouvés. Alors, pour essayer de comprendre un petit peu ce que c'est un attentat, qu'est-ce que c'est quand ça plonge un pays dans un état de choc, comme ça, où tous on est un peu perdus. Il y a Naomi Klein qui a écrit La stratégie du choc. C'est très 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 intéressant. Alors elle a fait le tour de la planète comme ça, pays par pays, elle voit comment un peu on a imposé les choses, comment finalement une vision de l'économie s'est imposée par la force, par des coups d'État qu'on a pu imposer à des pays pour imposer la vision souvent occidentale, souvent des États-Unis, des choses. Alors voilà, elle traverse la planète comme ça, on retrouve ça partout. Et moi je me suis intéressé à l'Irak pour rester dans cette idée de comprendre comment des gens pouvaient arriver à devenir des monstres comme ça et à les tuer, aller faire un attentat, Charlie, faire des trucs comme ça. Comment on en arrive là? Il faut savoir aussi que par exemple, ce qui a été repéré, c'est que on l'a vu, l'opinion des hommes politiques monte quand il y a des attentats. Bon, on ne comprend pas pourquoi. Mais surtout, les marchés financiers montent. C'est-à-dire que la bourse est rassurée. Parce que la bourse, c'est ce que c'est, la stratégie du choc. Alors, la stratégie du choc, c'est utiliser une guerre, une catastrophe naturelle ou un attentat pour mettre un pays en état de choc. Et à partir de là, on peut commencer à faire des choses, faire ce qu'on veut sur un pays. En Irak, le père Bush, en 1991, avait lancé en 5 semaines 300 missiles de croisière sur l'Irak. Ce n'était pas la même démarche que le fils. Le fils, dans la même période, il en a lancé 50 000. Parce que lui, il avait la politique du choc. Donc 50 000 bombes en 5 semaines. Ensuite, tout de suite, on a changé la monnaie du pays. Elle était prête, elle avait été imprimée en Angleterre et aux États-Unis. Elle est arrivée par bateau, par avion, on a changé la monnaie du pays. Ensuite, on a nationalisé les 300 sociétés nationales du pays. On les a privatisées, pardon. Les 300 sociétés irakiennes. Privatisées 100% aux États-Unis.
On a privatisé la distribution des médicaments. On a laissé piller les musées et les bibliothèques. Mais c'est une stratégie qui est voulue. Il faut enlever à son peuple toute sa culture. On a annulé les élections, celles qui étaient en cours et celles qui étaient. On a annulé pour mettre des hommes qu'eux avaient choisis. On a licencié 500 000 fonctionnaires dont la moitié étaient dans l'armée. Ils sont tous partis dans la résistance et du coup armés. Et puis on les a mis à genoux parce qu'on a privatisé le pétrole irakien. 90% des revenus de l'Irak ont été rendus aux États-Unis, à Exxon et Shell. On a mis ce pays à genoux. Alors les fanatiques religieux en Irak, ils étaient à moins de 4%. Ça avait été chiffré. Aujourd'hui, ils frôlent les 50%. Voilà d'où on fabrique les choses. Comment on les fabrique? En confisquant aux gens leur liberté. Il n'y a plus... La moitié de l'eau potable a été coupée en Irak. La moitié du peuple n'a plus accès à l'eau potable. Un enfant sur 4 va à l'école, alors que c'était un des pays les plus alphabétisés du monde. Aujourd'hui, c'est terminé. Voilà. Et donc, comme ça, elle nous explique ça régulièrement. Alors voilà ce qu'on peut vivre, mais on ne s'en rend pas compte. Alors c'est difficile de nager à contre-courant comme ça. Vous voyez, par exemple, aller parler de Charlie, c'est dur. Dire « je ne suis pas Charlie », c'est très très compliqué. C'est de la nage à contre-courant tout le temps. Alors c'est fatigant la nage à contre-courant. Quand on fait ça depuis longtemps, on a envie des fois de partir avec le cours d'eau, de laisser emporter, ça repose. Puis finalement, vous apprenez l'habitude de nager comme ça, un peu à contre-courant, et vous suivez tout le temps le mouvement. Voilà, et puis vous vous dites, à force, ça va mal finir. Et ouais, ça a mal fini. Un jour, je suis tombé dans le social. Non, c'était bien quand je suis tombé dans le social. Parce que moi, j'arrivais du monde où c'était dur de travailler, où c'était... ça ne me plaisait pas, je ne voyais aucun intérêt à faire ce que je faisais. Et quand je suis arrivé dans le social, je suis arrivé comme chauffeur. Ils avaient besoin d'un chauffeur, et donc je suis arrivé là. Mais j'ai trouvé que c'était trop bien. Alors d'abord, j'avais l'impression que j'étais utile, que le matin j'arrivais, que les gens m'attendaient, que tous ces gens qui avaient là, tous ces résidents avec leurs richesses, leurs différences, puis la mienne finalement, même si je ne savais pas que j'étais encore dyspraxique, mais j'étais bien avec eux. J'avais l'impression qu'on pouvait partager beaucoup de choses, à un endroit où je me sentais bien. Alors après, on m'a proposé une formation. Est-ce que vous seriez tenté, par exemple, de devenir AMP, aide médico-psychologique? Il va vous falloir aller à l'école 2 ans. Oula, à l'école encore? Non mais à l'école, je ne veux plus y aller à l'école. Non, mais vous verrez, c'est une école pour les grands. Bon alors, j'avais tellement envie de devenir éducateur que je suis parti à l'école. Alors, 2 ans et j'ai eu mon diplôme. Premier diplôme que j'avais. J'en revenais. Je ne réalisais pas que c'était vraiment moi qui... AMB, tout ça était écrit, j'avais un papier. Alors, ce que je ne savais pas, c'est qu'il n'y avait pas du tout de constante macabre. Il y avait une constante, c'est-à-dire que le diplôme, il le donnait à tout le monde. Bon, je n'avais pas réalisé que c'était un truc qui distribuait comme ça. Nous, on était 130, 128 reçus. Les 2 qui ne l'ont pas eu, ils n'étaient pas là. Donc, il y avait une espèce de truc, il n'y avait que des gagnants. Mais il faut dire qu'à l'époque, les AMP, ils en voulaient. Alors là, c'était des camions, ils en fallait. Ouais, tous les EduxP là, des années 68, il fallait qu'ils partent et remplacés par les AMP qui coûtaient bien moins cher, qui allaient faire exactement pareil pour moins cher. On serait con de s'en priver. Et on était là, dispo. Donc, il n'était pas question d'en éliminer, parce qu'il en fallait. Il en fallait ne pas gagner. Donc on a remplacé. Moi, quand j'ai commencé, il devait y avoir une dizaine d'AMP, même pas un peu moins que ça. Et aujourd'hui, c'est inversé. On les a tous bouffés aux EduxP, les AMP. Il n'en reste quasiment plus. Voilà, et nous, on est là, bon, pas cher, fait pareil. Alors après, vous apprenez, vous rentrez dans le social, vous rentrez comme donc, éducateur, MP, et vous apprenez les codes du social. Alors, il y a des petits trucs à savoir que vous ne connaissez pas, parce que là, vous allez tranquille en réunion, vous asseyez, puis vous posez des questions, vous avez des idées, et puis j'ai lu un bouquin de sociologie qui raconte une histoire comme ça.
ça se rapporte bien au monde du travail, je crois, et au social aussi, c'est qu'on a mis des singes dans une cage, 10 singes dans une cage, et de la nourriture d'un côté. Quand ils vont vers la nourriture, on les trempe d'eau froide. Donc au bout d'un moment, les singes ils bougent plus. Ils laissent tomber la nourriture, ils restent de leur côté, ils n'y vont plus. Alors, on enlève un singe, on en fait rentrer un nouveau. Ah, lui, il est pas au courant. Il va vers la bouffe, les autres, ils le chopent, ils le tabassent, parce qu'ils savent ce qui va arriver, ils ne veulent pas. Donc le singe, lui, il prend une route, il ne sait pas pourquoi. Mais lui, il n'y va plus non plus. Et au bout d'un moment, on commence à changer tous les singes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a 10 singes dans une cage, ils ne vont pas vers la nourriture, ils ne savent pas pourquoi. À un moment donné, dans le social, par exemple, moi quand j'ai commencé, on discute, voilà, on parle de la journée, puis après, bon, on ne va pas discuter toute la journée, on a envie de faire des choses. Par exemple, il y avait un résident, il passait ses journées à regarder tourner le tambour de la machine à laver. Moi, je dis, bon, il y a une piscine dans l'établissement, je pourrais y aller. Mes collègues m'ont dit, qui étaient là depuis très très longtemps, qui savaient beaucoup de choses, beaucoup mieux que moi, ils m'ont dit, non, tu vas le rendre fou. Alors, mais du coup, qui t'a dit ça? Non, mais c'est comme les singes. On leur avait dit, ils ne savaient pas pourquoi exactement, mais il valait mieux pas. Alors, comme je commençais déjà à nager à contre-courant, j'ai quand même été à la piscine. Alors, c'est pas facile, hein, parce que vous avez le travail d'équipe, c'est violent dans le social. Et là, vous savez que l'équipe n'est pas contente de ce que vous faites et ça ne plaît pas. Et parce qu'après, vous allez, du coup, on ne sait jamais, vous allez faire autre chose. Et puis voilà, bon, petit à petit, on a fait d'autres activités. On était quelques jeunes à l'époque à être arrivés, et puis on a mis les choses en place. Et c'est pour vous dire que là, il a fallu aussi nager à contre-courant, c'était pas facile. Alors après, vous avez un truc très important dans le social, c'est la réunion. La réunion, c'est important d'y aller, et il faut avoir un petit mot comme ça qu'il faut connaître en réunion, c'est le mot projet. Le mot projet, il faut le savoir, le connaître très très bien. Ne pas hésiter à avoir des phrases un peu sympas, comme par exemple le projet s'articule dans son cœur par une conscience collective de nos équipes. Et là tout le monde fait ouais, c'est comme l'art contemporain, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais ça a l'air intéressant. Voilà. Alors, souvent les réunions, on ne se rend pas compte, mais on nous a fabriqué comme ça aussi, l'école a fait ça, c'est que la valeur a, suivant votre diplôme, plus on est quelqu'un de diplômé, plus votre parole a de la valeur. Même parfois on ne s'autorise pas à parler tellement qu'on nous a expliqué que notre parole n'avait peu de valeur. Forcément, vous avez un parcours scolaire comme ça si violent, vous ne valez rien. Qu'est-ce que vous iriez dire à quelque part? Il faut se faire violence pour arriver à parler et pas avoir l'impression que ce que vous allez dire c'est complètement idiot. Voilà. Alors après, il y a quelques temps, le mot projet, il a fallu qu'il prenne un peu d'épaisseur. Alors, bon, chaque fois qu'on fait quelque chose, on part en vacances, il faut faire un projet, voilà, le projet c'est comme la galaxie, c'est infini. Alors, il y a un projet qui avait été demandé à l'époque, qu'il fallait que ça soit une référence. Et quand ce projet a été fait, il a été tellement beau, il a illuminé un peu l'institution. On a demandé aux autres de se calquer à ça. Par exemple, j'ai un ami qui est là, il est parti en Dordogne en vacances avec les résidents, il a fait un projet. Il était minable son projet, on le dit. Qu'est-ce que c'est lui? Un projet, ça. Alors ce projet, il est tellement impressionnant que je l'ai toujours avec moi. Je ne peux pas l'apprendre par cœur parce qu'il y a trop de mots que je ne connais pas. Mais, ça ne va pas être facile peut-être. Hein. Vous pouvez vous tenir la main, vous pouvez vous confier. Après, il y a des cellules psychologiques pour récupérer les gens. Alors, c'était un projet de vacances, pareil. Il y avait une visite de musée qui était prévue. D'où le départ. L'art naît du possible. Il permet une perception de l'environnement où la notion d'originalité et d'étrangeté est relativisée. Car l'art permet d'accorder à la symbolique différentes représentations de la réalité, qui ne doivent leur valeur qu'à leur échange. L'art permet de s'abandonner à sa propre histoire. L'art est un chemin de traverse pour aller voir du côté de la sensibilité de l'humain. Il a à voir avec la valeur symbolique. Notre objectif, s'exposer au regard de l'autre dans la ressemblance et l'altérité de son image.
Bon. Là, non, mais le truc, c'est que c'est ça. On nous a dit, ça, c'est maintenant, c'est un projet. Tout le reste. Alors voilà. Bon, moi, par exemple, avec les résidents, je fais du théâtre. Et je suis parti il y a quelque temps faire un festival de théâtre à Perpignan avec eux. On m'a dit de faire un projet. Et il y en avait de sympas qui avaient été faits. On va d'abord un projet. Le premier truc, c'est de leur demander à eux, pourquoi vous avez envie d'y aller? Est-ce que vous avez envie d'y aller? Pour moi, c'était leurs paroles qui m'intéressent. Alors eux, ils m'ont dit, c'est eux qui parlent mieux. Alors eux, ils m'ont dit, nous, on veut partir à ce festival pour avoir des sourires. On veut être joyeux, on veut de la vie, on veut vivre, on veut être applaudi. On sera heureux, on rendra heureux. On aura le trac, ça nous fera plaisir, ça fait du bien, parce qu'on aime ces moments-là. Être comique, c'est vivre du bonheur et de la joie. Moi, avec ça, mon projet, il est fini. Ils ont tout dit. Et bon, j'ai rajouté un petit truc personnel. Voilà. Donc j'ai dit, je crois que c'est simplement présenter leur travail, partager des moments d'émotion, ressentir ensemble ces cœurs qui s'accélèrent pour recevoir des particules de bonheur. Celles qui sont rares, celles qu'il faut aller cueillir le plus. Nous allons donc à Perpignan pour ce festival de théâtre et nous espérons faire une belle cueillette. Mais comme je suis un peu joueur, j'ai voulu quand même leur en donner du projet. Donc j'ai fait un projet différent et je l'ai intitulé « Nous aurions aussi pu dire cela ». Dans ce projet, le développement personnel est articulé dans son cœur par une conscience collective de nos acteurs. Ce challenge que nous relevons a pour mission la décentralisation de la culture, un partage citoyen qui n'obéit qu'à une seule règle, fabriquer de la richesse. Les modalités du transfert feront émerger le respect de tous pour que ces minorités d'une extrême richesse deviennent les acteurs privilégiés de leur projet de vie. L'idéologie de notre projet a une charge positive pour que la sphère des personnes accueillies puisse à leur tour se confronter à l'idée d'agir ensemble pour permettre la réussite de ces élans de vitalité. On m'a pas fait de commentaires en particulier. Non, on m'a dit bon, c'est bon, allez-y. On vous a assez vu. Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai entendu une histoire véridique qui s'est passée dans un établissement d'enfants où parfois on se trompe sur ce qu'on peut voir. Il m'a tellement plu, je vais vous la raconter. Donc, c'est un petit garçon qui travaille avec de la terre, comme ça, il chopine la terre. Et il y a un éducateur spécialisé qui le regarde et qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais, Johnny ?» Il s'appelle Johnny, le petit garçon. Il lui dit « Je joue avec de la bouse. » « Et tu fais quoi, Johnny ?»« Je fabrique un éducateur. » Johnny ne va pas bien du tout, il y a régression totale. La psychologue qui était pareille lui dit « Venez voir, Johnny ne va pas bien. » Elle repose la question « Qu'est-ce que tu fais, Johnny ?» Et il lui dit « Je joue avec de la bouse. » « Et tu fais quoi ?»« Je fabrique une psychologue. » Elle lui dit « Mais vous avez raison, il ne va pas bien du tout. » On s'en était un peu aperçu finalement maintenant que vous le dites. Donc le directeur arrive, il dit alors Johnny, et lui il était un peu courant, c'est un filou. Alors Johnny, laisse-moi deviner, je parie que tu joues avec de la bouse. Oui, et je parie que tu fais un directeur. Ben non, j'ai pas assez de bouse. Alors, moi j'ai pas trouvé qu'il était en régression, Johnny. Ah non, pas du tout. Alors, voilà, la nage à contre-courant. À force de nager à contre-courant, c'est tout le temps dans nos vies. Et c'est là qu'on se retrouve face à des actes politiques. Parce que des actes politiques, on y est confronté tous les jours. Voilà. Et on arrive au troisième moyen de dressage, c'est la société de consommation. Celle qui a besoin de nous. Aujourd'hui, la société, c'est... c'est Baudrillard qui a écrit un bouquin sur la société de consommation et qui dit que l'individu aujourd'hui sert le système en consommant ses produits. Le système a besoin des hommes et des femmes comme travailleurs, mais de plus en plus comme consommateurs. La consommation est donc un puissant élément de contrôle social. Paul Ariès, qui lui est le spécialiste de la décroissance,
Alors on dit que la classe dominante, elle a toujours domestiqué le peuple. Alors elle s'est servie de voilà, tout ce qu'on a vu. Et parfois, il y avait à l'époque de Rome le jeu du cirque, le pain, tout ça, gratuit. Aujourd'hui, tout ça, ça a été remplacé. Mais ça, c'est un peu la même chose, hein, c'est le football, la télé, le Big Mac. Voilà. Voilà ce que nous fait cette société de consommation, nous persuadant qu'on doit fonctionner comme ça. Alors, on le sait pourtant, on nous explique que si on continue comme ça, les États-Unis, eux, il leur faudrait 5 à 6 planètes, hein, si tout le monde consommait comme ça. Comme l'Europe, il en faudrait 2 ou 3. Donc ça ne peut pas continuer, on le sait qu'on va dans un mur. Hein. Donc, soit on va y arriver à changer de nous-mêmes, soit ça va nous péter à la gueule. Et oui, parce que, mais en même temps, ça nous permet, c'est un acte politique, voilà, façon de faire les courses, de consommer. Moi, je ne peux pas être dans une conférence comme ça et aller manger dans un fast-food. Ça fait longtemps que j'ai quitté ces lieux, je ne vais plus. Hein. J'ai essayé de transmettre ça à mes enfants, ça a fonctionné, mais c'est compliqué. C'est compliqué d'aller à l'encontre de ça parce que c'est tellement une évidence pour tout le monde. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir certains sodas chez soi. Hein. On peut trouver d'autres boissons. On peut consommer vraiment différemment. Alors, Pierre Rabhi dit qu'un potager c'est un acte politique. Et ouais, c'est ça. C'est qu'on a des actes politiques, mais on ne s'en rend pas compte. On a ce pouvoir-là tous. Alors les choses, on doit les changer collectivement, mais il faut qu'on change individuellement chacun pour qu'on puisse actionner certains leviers. Alors la société de consommation, on s'en rend compte pas bien ici, parce que bon, on a l'habitude, on a tout à profusion, pas tous. Mais quand on voyage, alors là c'est une sacrée différence. On l'a vu, on est parti en voyage il y a quelques années avec Alex, qui a chanté avec moi, et Barbara. On est parti à Madagascar. Et là on a vu, nous est arrivé un truc qui nous a mis face à ça, face à la société de consommation. On a pris un taxi à Madagascar et on devait rentrer chez nous en pleine nuit. Le gars s'arrête et puis tout de suite il s'arrête faire mettre de l'essence. Je regardais, j'étais à l'arrière, je regardais, il met 1 litre. Il met 1 litre et puis il arrête. Je me dis, il ne faudrait pas que le mec il ait averti des gens, tout de suite des psychotes. Non, pas du tout. 1 litre. Et il est reparti. Puis sur la route, tout d'un coup, de loin, on voit des chiens sauvages comme ça au milieu de la route. Le gars, il roule. Et bon, il roule. Alex, qui était devant, il commence à communiquer avec lui. Il dit les chiens. Le gars, il lâche pas l'accélérateur. Arrive au niveau des chiens. Il tape dans les chiens, il s'arrête. Moi, je me retourne, je vois, il y en a 2 qui tournent sur place. Alex lui dit, mais les chiens. Le gars répond pas, voilà. On nous dépose, et on descend, on dit, on est tombé sur un fou. Il a écrasé des chiens, il ne s'est même pas arrêté. Voilà. Et puis on nous explique. On nous a dit, le taxi, il n'est pas à lui. Là, il a mis 1 litre d'essence, sûrement. Ben oui, c'est ça. Donc sur le litre d'essence, il va falloir qu'il rende ensuite au propriétaire du taxi. Sur cette course, il va peut-être gagner moins de 10 centimes. Ça va juste lui suffire pour acheter peut-être un peu de riz pour rentrer chez lui. S'il ralentit, s'il freine, il repart, il perd tout. Les chiens sauvages, mais qu'est-ce que vous nous racontez? On en a des centaines à Madagascar. Le gars, lui, il est en survie. Là. Et vous, combien vous mettez pour vos chiens quand vous les amenez à se faire soigner, quand vous les faites vacciner, quand vous les faites tatouer? Ouais. Donc la société de consommation, on la comprend mieux là. Et on comprend qu'on ne comprend rien. Voilà, c'est des expériences comme ça qui nous font se dire il faut qu'on aille voir loin pour comprendre combien ici on est privilégié. Alors, dans l'idée de la société de consommation et de cette résistance, on peut être toujours comme ça en résistance. Et ça peut être sympa. Hein. Par exemple, je ne vous ai pas parlé de mon premier boulot. Je le garde pour la fin. J'étais TUC. Travail d'utilité collective. Là, j'ai commencé comme ça. C'était l'ère Mitterrand, il a inventé ça. Hein, pour avoir l'impression qu'on n'était pas des chômeurs. C'était chouette, j'étais cantonnier.
Ça n'existe plus les cantonniers, pourtant c'est poétique cantonnier, mais aujourd'hui on est tous devenus des agents ou des hôtesses. Donc là, j'étais cantonnier et je bossais avec un gars extraordinaire qui lui aussi avait toutes ses différences, donc forcément je m'entendais bien avec lui. Alors lui, ce qu'il avait, ses différences, c'était une élocution très particulière. Il parlait un petit peu comme ça, mais c'est-à-dire te foutre au boulot en vacances. Alors, les premiers 15 jours difficiles, parce que je ne comprenais pas ce qu'il disait. Alors j'étais très embêté parce que j'avais envie de bien faire, alors des fois, bon, vous voyez un peu l'idée, j'aidais un petit peu, mais des fois... Alors lui, il avait l'impression que j'étais un peu... je glandais, c'est dit lui, il va travailler. Un jour, brouette, des feuilles partout, on ramasse des feuilles, il me dit « Il avait passé un burette là !» Alors moi, je cherche une burette. Et lui, il me regarde. Il se dit « Ce gars, il ne voit pas la brouette ?» Donc là, il n'est pas content, il me dit que je ne veux pas travailler, tout ça. Et je comprends tout le monde. Je dis « Ah, mais oui, la brouette, pardon. » Mais au bout de 15 jours, on s'entend hyper bien. Il s'appelle Eugène. Il ne m'a jamais quitté. C'est-à-dire que ce type, il est à moi, c'est un peu mon clown à moi. Alors je l'imitais souvent, j'ai raconté toutes les anecdotes qu'on avait pu vivre ensemble, qui étaient souvent joyeuses. Et aujourd'hui, quand des plateformes téléphoniques m'appellent, c'est lui qui répond. Alors, je ne me suis pas privé. Alors, je sais que le travail de ces gens, il n'est pas facile. Hein. C'est pas pour me moquer d'eux. C'est d'abord, des fois, ça leur fait passer un bon moment, parce que je les entends rire souvent. Des fois, je peux mesurer jusqu'où ils peuvent aller, quand ils sentent comme ça quelqu'un de fragile. Donc voilà, ça minimise pas le travail horrible qu'ils doivent faire, et comme ils doivent être dans des conditions ignobles aussi. Mais ça mesure ça, puis des fois, ça les détend. Alors, petit à petit, je me suis amélioré, j'ai commencé à m'enregistrer, mes enfants avec leur téléphone, et puis après, on a fait des CD. Alors là, je vais vous faire écouter un extrait. Alors là, c'est un gars qui veut me vendre un parrainage d'un enfant au Mali. Voilà. C'est parti. Au Mali. Oui, bonsoir, c'est M. Rony. Oui. Enchanté. Ça, la technique, on m'a dit pas de technique quand vous faites une conférence, vous êtes toujours embêté. J'en ai très peu un poste. Oui, bonsoir, c'est M. Rony. Oui. Enchanté, monsieur. Je suis Pascal Ducal de l'association Vision du Monde. Oui. Première moitié de parrainage d'enfants. Oui. Et je prends contact avec vous. C'est surtout dans le cadre de notre grande campagne d'information que nous menons pour mieux vous faire connaître le parrainage d'enfants. Oui, mais je vous entends pas très bien. Allô? Oui, monsieur. Parlez un peu plus fort, que je comprenne bien. D'accord, monsieur. Alors, le but de mon appel, comme je viens de vous dire, c'est Oui. de connaître le parrainage d'enfants. Oui. Pour ce principe, Il s'appelle Olivier, mon filleul, qui est le parrain. monsieur, donc, le but de mon appel, c'est de voir si c'est de votre possibilité de venir en aide à un enfant démuni et de devenir son parrain. Voilà. Il s'appelle Démuni? Qui c'est? Monsieur Démuni? Pardon? Oui. Oui. Donc, le parrainage d'enfants dans un pays pauvre, Oui. de lui donner la possibilité de boire de l'eau potable, d'avoir une chance unique d'aller à l'école au lieu de travailler. Ah oui, c'est important ça, à l'école. Je comprends pas, monsieur. Je disais, c'est important à l'école. Il faut y aller à l'école, c'est des études. J'ai pas Alors, fait, moi. monsieur, voilà justement ce que moi vous confiez Dominique, monsieur. Là, je ne vous parle pas de Dominique. Ce que moi je vous propose, c'est de devenir en aide à un enfant démuni qui vit dans le tiers-monde. Le tiers-monde, c'est où ça? Au Mali, monsieur. Au Mali? Oui, au Mali. De devenir en aide à un enfant démuni et Oui. de devenir son parrain. Et Le parrain d'un enfant Mali? Oui, au Mali. Au Mali? Oui, voilà. Mali, au Mali, c'est vers où ça? C'est vers la Chine ou pas? En Afrique. En Afrique? En Afrique, d'accord.
Voilà. Oui, là-bas, il n'y a pas beaucoup à manger non plus, quoi. Je crois bien. Voilà, monsieur, comme je viens de vous dire, l'enfant n'a Oui. pas d'eau potable à boire. Il n'y a pas d'eau non plus. Ils ne peuvent plus aller à l'école puisqu'ils n'ont pas d'argent, monsieur. Alors, Oui. voilà justement ce que moi je vous propose, c'est Oui. de dire on aide à ces enfants démunis. Et je vous D'accord. rassure, monsieur, pour le faire, il vous suffit très peu de moyens. T'es fait le moyen, oui, moi, autant mieux de pas. De toute façon, si c'est pour un truc à table, un stylo, une pote de plume, écoutez, de l'eau. À boire, quoi, minimum une goutte. D'accord, donc cela nous intéresse tout de même de venir en aide à ces enfants. Ah oui, mais que ça m'intéresse complètement. Je ne peux pas laisser faire des trucs pareils. D'accord, monsieur. Je vais écrire au président, ça me donne une idée. Alors, monsieur, avec un minimum de 25 € par mois, 25 € par mois. c'est déductible à la hauteur de 66% de vos impôts. 66% de 25 €, il faut que je donne. D'accord, donc on y va pour aider un enfant dans la misère. Où c'est qu'on y va? D'accord, monsieur. Alors, s'il vous plaît, accordez-moi quelques secondes. Je vais Oui. vous expliquer les marches à suivre pour venir en aide à ces enfants démunis, monsieur. Il va falloir que je parte à la main ou pas là, parce qu'il faut que je pose les congés aussi. Que je dis le patron. Alors, monsieur, ce que je vais faire, Oui, je vais vous adresser le dossier de l'enfant. il y a une femme. Oui, de l'enfant que vous allez devenir son parrain, celui que vous allez aider au matin. Oui, il faut que vous me donniez un peu le plan de ce village, que je le trouve et tout ça, parce qu'il faut que je me fascine quand même. J'ai jamais été à un voyage, moi. Mais ça m'intéresse de partir, peut-être je vais demander. D'accord, donc donc dites-moi monsieur, est-ce que c'est vous qui prenez des décisions? Il prend les décisions, on est plusieurs. Des fois je dis oui, il y a quelqu'un qui dit non. D'accord, mais vous monsieur, Oui, monsieur Rodi, vous prenez des décisions, c'est bien cela. ben, je prends des décisions, j'essaie d'en prendre des décisions, mais des fois il y en a qui ne sont pas d'accord. C'est le problème. D'accord, monsieur. Alors moi, comme je viens de vous dire, aussi monsieur, c'est une relation très forte qui va se créer entre vous et l'enfant. Oui, laissez-moi tranquille, je te dis. Il y a ma femme qui tourne autour là. Je fais ce que je veux. C'est mes sous après tout. Pourquoi? D'accord. Donc, d'une part, monsieur, l'enfant témoignera aussi. Tu me laisses tranquille. Tu vas pas que je te au téléphone pour une fois, putain. C'est pas en peine, là. D'accord, ça m'est fait cette histoire. Je peux aider quand même un petit gamin qui habite en Chine, non? C'est plus vieux que là. C'est en Afrique, monsieur. En Afrique. Et alors, je peux l'aider, non? Bien sûr, monsieur. Moi, je vous comprends. Putain, oui. On peut pas avoir la paix, hein. Voilà, monsieur. Donc, pour aider cet enfant, Il faut que j'ai un passeport ou pas, là, le passeport. Ma femme me dit qu'il n'y a pas de passeport. votre épouse est là, s'il vous plaît. Pouvez-vous la passer? Oui, je vais la chercher, je ne sais pas si elle veut parler. Et j'ai dit, Suzanne, on veut te parler. Voilà, c'est amusant. Alors après, il va me rappeler. Là, ça va couper. Ça va durer plus longtemps. On voit bien que c'est quelqu'un qui a envie d'aider les enfants. C'est forcément quelqu'un de sympa. Et au téléphone, je vais lui expliquer que pour moi, ça va plus très bien parce qu'à la suite de son coup de téléphone, je me suis un peu disputé avec ma femme et que je lui ai cassé 2 côtes et j'ai enfoncé l'arcade sourcilière et qu'elle est aux urgences et que moi, j'ai eu des problèmes avec la police et tout ça. Peu importe ce que je vais dire. On y va pour un enfant malade. Ce qui m'intéresse, c'est pas la santé de ma femme, c'est on y va, il veut son parrainage à tout prix. Après, ils ont des telles demandes de rendement, peu importe ce qui se passe autour de nous. L'essentiel, c'est qu'ils vendent quelque chose. Voilà. Alors voilà, dans l'idée de changer comme ça, c'est-à-dire que petit à petit, des petites choses en nous peuvent changer. Je termine toujours la conférence par une petite histoire. C'est l'histoire d'une petite fille qui est au Japon, ça se passe,
Et tous les jours, quand elle part à l'école, elle passe devant un sculpteur de marbre. Elle le regarde travailler tous les jours, elle s'arrête un peu, elle regarde ce monsieur faire. Et puis un jour, elle a fini. Il est temps que ça s'arrête. Tout tourne en panne. Donc un jour, le sculpteur de marbre a fini. Et c'est un cheval. Et la petite fille lui dit, mais comment tu savais qu'il y avait le cheval à l'intérieur? Ben voilà, je crois que nous tous, on a des choses en nous qu'il faut aller chercher. Ben c'est parfois compliqué, mais on doit pouvoir aller chercher des choses, les dépoussiérer pour essayer chacun un petit peu d'être plus vivant, d'avoir une nage un peu parfois contre-courant. Voilà. Merci beaucoup d'être venu ce soir.